on partait de l'idée, si je me souviens bien, que on constate dans les récents sondages, dans les études récentes qui ont été faites, que jusqu'à 50% de la population était impactée par cette deuxième vague du Covid, là où, si mes souvenirs sont bons, dans la première vague, seuls 25% de la population était impactée. Donc on se dit, waouh, le double, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Mon idée, c'est que cet impact sur la santé psychique, ça touche bien les individus au niveau de leur santé psychique, mais c'est pas quelque chose comme un trouble psychique qui tout d'un coup apparaît comme ça, mais c'est un trouble psychique ou des difficultés psychiques en lien avec un contexte. Et c'est, dans le fond, le contexte lui-même qui génère tout ça. Si vous voulez, de la même manière que si on a tout d'un coup, on vit une crise économique et que le taux de chômage explose, il y a de fortes chances que les nombreuses personnes au chômage vont développer des troubles psychiques. Mais est-ce que la réponse est une réponse de soins psychiques? Je ne sais pas. La réponse est peut-être beaucoup plus dans qu'est-ce qu'on peut au niveau social faire pour que, dans le fond, ce qui est généré par un événement contextuel puisse être aussi soigné contextuellement par les forces du lien social. Parce que de toute façon, les ressources en termes de soins psy, on ne les a pas pour soigner 50% de la population. Donc de toute façon, ça ne va pas être des réponses adaptées. Le soin psy, individu à individu. Les réponses sont beaucoup plus probablement à trouver, peut-être que ce n'est pas maintenant qu'on va les mettre en place, mais que ce sera dans un deuxième temps, mais dans la force du collectif. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que collectivité pour se relever de l'épreuve qu'on a traversée, non pas en psychiatrisant les conséquences du drame que nous avons vécu collectivement, mais en s'en occupant en tant que collectivité. C'est-à-dire la force du groupe pour faire face ou pour se relever de l'épreuve. Je pense que les démarches citoyennes, les initiatives citoyennes pour recréer du lien social après des catastrophes, après des guerres, je pense qu'on pourrait trouver une inspiration auprès d'autres populations, peut-être justement des populations qui ont été exposées à des drames, que ce soit des situations de drames, de catastrophes naturelles par exemple, que ce soit des situations de catastrophes type guerre, conflit, que ce soit d'autres types de drames collectifs. Eh bien, comment ils ont fait? Quels moyens ils ont trouvé pour se relever de là? Parce que il me semble que dans le monde occidental moderne, on a pris une direction quand même très individualiste, où en même temps il y a la revendication de l'individu au droit de décider pour lui-même, au droit de décider à peu près de tout pour lui-même, évidemment au détriment du collectif. Et en même temps qu'il y a cette individualisation revendiquée, eh ben, je pense qu'on individualise aussi beaucoup tout ce qui relève de la santé. Là encore, au détriment du collectif. Et je pense qu'il y a d'autres lieux dans le monde où ils ont réussi à davantage développer la question des ressources collectives, à faire face à un drame ou une catastrophe, parce que parce que c'est arrivé dans des sociétés où la force du lien social est encore plus forte, plus importante. Si on peut trouver un point positif, je pense que ça dépend de sa capacité d'humilité et à considérer que c'est peut-être quelque chose qui nous arrive en raison de nos comportements antérieurs. J'évoque évidemment pas là une punition divine pour des actes qu'on aurait commis, mais
si le Covid nous est arrivé, probablement que ça a à faire avec la manière dont, en tant qu'espèce, nous sommes prédateurs de toute la nature. Et peut-être que ça pourrait nous apprendre à être plus prudents, plus retenus dans nos élans prédateurs pour la nature, parce que ça risque de se reproduire si on n'est pas plus prudent. Non, je ne sais pas si l'humain est capable de cette humilité, et je ne sais pas du tout. L'expérience du passé montre plutôt que l'humain a tendance à très vite oublier les choses dramatiques qu'il a eu à affronter, que c'est probablement dans sa nature d'oublier. Et qu'on a quand même beaucoup de mal à tenir durablement compte des expériences douloureuses du passé. C'est-à-dire on a tendance peut-être à assez vite oublier pourquoi ces traces sont là. On oublie le lien qu'il y a à faire entre ce qui a causé la survenue et les traces qui restent. Quelque part, le trauma est toujours là, mais on a perdu de vue ce qui l'a occasionné. Au niveau individuel, le fait d'oublier les mauvaises expériences, voire de développer des amnésies sur des mauvaises expériences, c'est effectivement parfois une condition de survie. En tant que groupe, on pourrait penser que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, en tant que groupe, on a intérêt à se souvenir des événements du passé pour pouvoir en tenir compte dans le futur et pour en tirer des enseignements pour le futur. Donc, autant je pense que c'est vrai au niveau individuel que la capacité d'oubli peut être une condition de survie, autant au niveau du groupe, c'est quelque part un drame quand on perd la mémoire des choses du passé. En tant que groupe, on peut assumer le passé, en tenir compte, et en tenir compte pour s'ajuster par rapport aux épreuves qui surviennent à un moment donné. Autant l'individu est bien plus vulnérable à son niveau individuel et ne peut pas forcément se permettre de garder tout ça comme le groupe peut. C'est-à-dire, le groupe a besoin de son histoire pour en tenir compte, pour prendre des décisions. Je pense que les autorités politiques ont besoin non pas seulement de faire avec ce qui est là, mais de le faire en tenant compte du passé.